Encore un sujet sur les tiers-lieux? Encore une tentative d'investigation de ces laboratoires du monde de demain? Bruno Casanova, un journaliste qui n'a jamais percé, finit par oser. Il enquête. Il enquête avec son nouveau camarade Théophile Darmon, ancien supply chain manager licencié pour raisons économiques. Les tiers-lieux. Pourquoi ce phénomène fascine? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Le tiers-lieu, symptôme d'une société en mutation. Les deux reporters, pas très habiles, interrogent. Le travail, l'utilité publique, l'engagement, le rôle sociétal, l'esthétique et l'ouverture à travers ces espaces, dit-on, des possibles. Une aventure pleine de rencontres, évidemment, d'expériences, évidemment, et d'analyses pas toujours pertinentes, évidemment. Un périple de lieu en lieu, l'Arête, la Fraternelle, la Tribu, la Californie, la Boxe et Univerco, un périple pour tenter de comprendre, trouver des réponses. 3 petits points. Tiers-lieu, une quête de sens, pour de vrai. Un podcast du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. On a bien bossé, là. Tu veux une bière, Théophile? Ouais, bah attends, je sais pas, t'as pas autre chose? Un petit cocktail? Non, mais je dis ça parce que j'en ai goûté un super hier. Tu sais, je t'ai raconté, je suis allé dans le nouveau bar près de la gare. Eh ben, il y avait au moins 6 types de gin tonic différents, hein, puis pas cher en plus, 12 €, enfin donné quoi. Ah oui, parce que 12 € pour toi, c'est pas cher. Ah, personnellement, tu vois, je peux pas mettre autant dans un verre. Tu vois, 12 €, c'est quand même pas mal. Bah, du coup, tu sors où toi? Bah, je sais pas, dans des lieux déjà un petit peu plus accessibles, où je sais que je peux rencontrer du monde. Bah, moi aussi, je rencontre du monde. Ah oui, d'accord, mais pas que des gens qui peuvent se payer des cocktails à 12 €. Hein. Ce que je veux dire, c'est que dans les endroits que je fréquente, il y a un peu plus de diversité, ça brasse, les gens se mélangent, il y a de la musique, il y a des concerts parfois. Ah oui, donc ton régime, c'est tiers-lieu, matin, midi et soir, c'est ça, hein? Ah oui, excuse-moi, moi, j'aime bien les lieux accessibles et ouverts à tout le monde, où tout le monde discute avec tout le monde, finalement, c'est ça. Hein. Attends, ouvert à tout le monde, vraiment? Tu veux que je te rappelle notre voyage? L'ouverture inconditionnelle, c'est une chimère. C'est beau sur le papier, mais dans la vraie vie, mon Bruno... Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a démarré du coup depuis une clé USB sur un Linux. Sur un Linux, Là, vous me parlez, Bruno. je l'ai démarré sur une clé USB avec un autre logiciel. Ouais. Et avec l'autre logiciel, tout fonctionne. D'accord. Donc c'est pas un problème matériel, l'ordinateur en lui-même va bien. D'accord. C'est un problème logiciel de configuration dessus qui n'arrive pas à servir de la carte Wi-Fi correctement. Et c'est pas une panne matérielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben on va regarder. On va regarder si on peut résoudre ça. L'ouverture, réelle ou affichée? Inconditionnelle? Et quel impact cette ouverture provoque sur la vision, la gouvernance, les actions du projet? Théophile et Bruno gambergent, surtout Bruno, un peu trop. Des questions à la boxe, à Semur en Auxois. La boxe, une dynamique, des publics variés, beaucoup de bénévoles et des activités, réparation de vélos, Fab Lab, animation multiples. Au départ, la box, c'était le lab, c'était pour Fab Lab. Et quand on a décidé de passer en tiers-lieu, on a gardé l'appellation La Box, mais on a transformé le lab pour laboratoire de l'Auxois. Et ici, c'est un petit peu un endroit où on peut tester, expérimenter une activité. La dernière en date, c'est les Legos. On a une personne qui a dit j'ai des Legos, je veux faire des choses avec les gens. Nous, on est un tiers-lieu du Faire Ensemble. On lui a dit ok, vas-y, on te fait un petit coin de table et tu t'installes ici et tu peux faire des Legos et voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Donc il peut tester son activité chez nous et ça fait partie des choses qu'on veut faire, c'est favoriser à ce qu'il se passe de nouvelles choses sur le territoire. Nous sommes à Semur en Auxois avec Théophile. Nous allons direction Labo. Nous sommes déjà dans un bâtiment, là. Dans quel bâtiment? Le bâtiment qui se situe rue de Vigne. Doit être au 40 et quelques, là, 43, je crois. Et ça, c'est un des endroits que constitue le tiers-lieu La Boxe. Et au deuxième étage, je pense qu'ils ont à peu près 3 salles. Oui. C'est ce que j'ai compris. Hein. Oui. Le coworking, Oui. le Fab Lab qui était vraiment le lieu de départ. Et puis la ludothèque qui est aussi l'espace de convivialité. Moi, j'ai surtout repéré qu'il y avait une tireuse à bière. Ah, vas-y, on y va du coup. Du coup, on va peut-être y aller. Ouais. Après, c'est un peu tôt pour la bière. Ah oui, non, mais je pensais pas pour maintenant. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une question pour un champion. Ah,
Ça, Je me dis que peut-être tout juste. je pourrais t'éclater plus tard. Ça, alors là, je demande à voir. J'ai pas le bon code. Attends, je le refais. Ah, mince. Ah, c'est bon. Ah, tu m'as fait peur. Ah. Nicolas Belin, bonjour. Bonjour. Vous êtes porteur de projet de Labox. Un tiers-lieu ouvert, ça veut dire quoi? Et vous êtes ouvert à tous, sans condition? À toute personne, oui, sans condition. Les cafés et réparations, c'est des manifestations qu'on fait tous les premiers vendredis du mois. On ne demande pas d'adhésion. C'est une manifestation, donc tout le monde peut venir sans avoir à être à jour d'une cotisation ou quoi que ce soit. Et il peut venir découvrir le lieu et faire réparer un objet s'il le désire. Un tiers-lieu ouvert, c'est un lieu où tout le monde peut venir, peut le fréquenter, quelle que soit son origine, quel que soit son âge. Toute personne peut venir et découvrir ce qu'on fait ici librement et y participer s'il a envie. Est-ce que l'ouverture au plus grand nombre légitimise, d'après vous, Nicolas Belin, l'action du tiers-lieu? On pourrait très bien faire les mêmes choses sous forme de club très fermé, comme un club de maquette ou autre chose comme ça. Mais honnêtement, ça serait quand même vachement moins marrant. Nous, si on a mis tiers-lieu du faire ensemble, c'est pour faire avec les gens. Donc du coup, l'ouverture, elle est naturelle puisqu'on veut faire avec les gens. Donc faire des trucs sans les gens, c'est pas besoin d'un tiers-lieu pour faire ça. On le fait chez soi, on le fait dans sa grange, ou des choses là. Si on se retrouve ici, c'est justement parce qu'on veut ouvrir ce qu'on fait au plus grand nombre, à d'autres, ou rencontrer d'autres personnes sur les mêmes thématiques. En fait, oui, c'est la question, c'est ce que finalement Labox n'existe que parce qu'il est ouvert à tous. Il se nourrit de l'ouverture. Donc, il existe parce qu'il y a une poignée de personnes qui ont voulu faire ça. Il continue d'exister parce que c'est ouvert et qu'il y a d'autres personnes qui les rejoignent. Bon, pour être ouvert, il faudrait déjà que les gens aient envie de venir. Enfin, là, on est dans un endroit où il y a plein de jeux de société, mais il manque à chaque fois des pièces. Enfin, pourquoi je viendrais? Je comprends pas le principe. Pourquoi on voudrait venir chez vous dès le départ? Et puis, vous avez la fibre à la campagne? Alors oui, il manque des pièces dans les jeux de société. Alors ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas finis. Ceux qui sont derrière, ceux-là, ils sont terminés et ils sont complets. Et c'est garanti par les bénévoles qui s'en occupent. Et puis, effectivement, on est en milieu rural. Néanmoins, on a la fibre, effectivement, et on a une plutôt bonne connexion. Donc on est servi de ce côté-là. Et on propose aussi à des personnes qui ont une connexion un peu lente ou des choses comme ça de venir ici, le coworking notamment, mais voilà, une personne qui nous dit j'ai un gros fichier à télécharger, du moment que c'est légal, il peut le faire ici. Attention, quel nom donne-t-on spécifiquement à la culture des oliviers? L'olivret? Ah, presque. Non, c'est pas ça. Oliculture. Exactement. Nico contre Théophile, il y a 2-2, c'est énorme. Attention, dans les jeux de cartes, comment appelle-t-on un ensemble de 4 cartes de même rang? Un carré. Un carré, excellente réponse. Ah là, il est en train de me rattraper là. J'aime pas ça, moi. On dit souvent qu'un tiers-lieu redonne aux citoyens le pouvoir de faire. Alors concrètement, ici, comment le collectif s'ouvre-t-il aux nouvelles idées et initiatives? Comment ça se passe? Alors, on a différentes activités, et l'une de ces activités, c'est de créer de nouvelles activités. On le présente comme ça. Le message qui est dit, c'est si vous avez une envie, une idée ou quelque chose, ici, c'est possible de la tester. Qui décide des activités qui feront Labo ou qui font Labo? En fait, ce qu'on demande aux gens qui veulent créer une nouvelle activité chez nous ou en lien avec nous, c'est de faire une petite fiche de description du projet pour décrire leur idée. Déjà pour être sûr que c'est clair dans la tête de la personne qui vient avec cette idée et qu'elle l'a bien construite et réfléchie. Et puis d'expliquer ce qu'il veut faire et en quoi ça rejoint la thématique générale du lieu qui est le faire ensemble. Et après, on décide, une fois que l'activité est validée, elle fonctionne bien, elle se développe, on prend une personne représentante de cette activité dans notre conseil d'administration, où là, on va gérer en fait toutes les contraintes
général de l'association, que ce soit les locaux, que ce soit les sommes à engager, les investissements, les loyers, toutes ces choses-là, les assurances. Tout ça, c'est géré au niveau du conseil d'administration où on a un représentant de chaque activité pour avoir une représentativité de tout ce qui est fait dans l'association au conseil d'administration. Nicolas Belin, il y a un truc que je comprends pas là. Si on accepte tout le monde et toutes les propositions de tout le monde, est-ce que c'est pas en fait très mouvant tout ça? Est-ce que le projet, au final, le labo, se perd pas dans toutes ces propositions? Alors, ouvert à tous, ça ne veut pas dire que tout le monde veut faire quelque chose. Des porteurs de projets potentiels, déjà, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça que nous, on essaye de les préserver et puis de faciliter leur prise d'initiative. Et les gens ont du mal à s'investir parce que c'est compliqué, ça prend du temps. Donc s'appuyer sur une structure comme nous, déjà, ça facilite. Nous, nos valeurs et notre thématique générale, c'est celle-là, c'est de faire des choses avec les gens, c'est de le faire ensemble. Et ça, c'est pas tout le monde qui va vouloir nous rejoindre. En tout cas, s'ils veulent nous rejoindre, c'est qu'ils sont suffisamment proches des valeurs qui fait que nous, on est déjà ensemble. Alors, nous sommes à Semur en Auxois. Nous allons à la mairie. Alors du coup, on interviewe qui On interviewe la maire. et qui s'appelle? Madame Sadon. Nous avons la réponse. Ah, il y a une église gothique cette fois-ci. Alors, c'est pas une église, c'est une collégiale. Ah, une collégiale, pardon. Elle n'est pas consacrée. Pardon. Elle l'est plus. Pas. Elle a jamais été? Je sais plus. Ouais. Ah, peut-être plus. Et là, on a une station de vélo. Là, juste à côté, une station de vélo partagée. Ah, Vélo Voilà. partagé fait par la boxe. bien. La concurrence sonore, c'est terrible. C'est foutu là, on n'aura rien. Catherine Sadon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Semur en Auxois. On va s'intéresser à la question de l'ouverture des tiers-lieux. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe à Labo? Qu'est-ce que fait le collectif à Labo? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Du vélo au jeu, en passant par la réparation, en passant par le coworking et plein d'autres idées qui sont aussi en train d'émerger et qui amènent à ce que se créent de nouvelles activités sur la commune, d'une part, et puis des activités ouvertes à tous et à toutes, des activités qui sont parfois inexistantes sur la commune, donc voilà, et puis un lieu de convivialité en même temps, parce que c'est un endroit où on peut se retrouver aussi et imaginer ensemble plein de choses nouvelles. Et vous pensez donc que c'est un lieu ouvert à tous vos administrés et peut-être aux habitants des communes environnantes? C'est un lieu ouvert à tous au départ, il était ouvert à certaines personnes, un petit groupe de personnes qui avaient envie de faire ensemble, qui se connaissaient, qui étaient plutôt des sortes d'ingénieurs, bricoleurs, professeurs tournesol, pour dire un peu des choses de façon imagée. Et puis petit à petit, ça s'est étendu très largement au travers des cafés réparation, au travers de la réparation de vélos qui s'ouvre à tout le monde, au travers des jeux qui s'adressent aux plus jeunes, souvent aux enfants, aux familles. Et puis, il y a plusieurs lieux. Donc, c'est-à-dire que c'est un tiers-lieu en soi, mais c'est aussi physiquement un lieu qui est tiers, d'une certaine manière, puisqu'il est réparti en plusieurs endroits sur la ville. Et notamment le dernier d'entre eux, qui est celui où on peut jouer aux jeux de société, qui est abrité dans les quartiers HLM, donc plus populaires. En lien avec le centre social, il y a une ouverture à des populations qui ne sont pas du tout celles qui étaient à l'origine. Donc, ce en quoi ce lieu ou cette dynamique fait qu'elle est ouverte, enfin, en tout cas, ce qui fait qu'elle est ouverte, c'est la multiplicité de ses activités, la posture qu'elle a et le fait qu'elle aille vers différents publics, c'est ça? Oui, puis la régularité aussi. Voilà, c'est tout à fait régulier. Et à chaque fois, il y a des gens qui viennent avec d'autres pour leur montrer, et ça fait un peu tache d'huile, quoi, de cette manière-là. Donc il y a de plus en plus de monde. Sur un mode, je ne sais pas comment le qualifier, il n'est pas professionnel. Il est convivial, mais efficace, mais pas dans un côté professionnel rigide. Voilà, on fait ça dans une ambiance différente,
qui fait que chacun peut y prendre du plaisir et on n'est pas dans un rapport de client. Voilà, c'est pas exactement sous cet angle-là. Est-ce que ton personnage a du jaune quelque part, que ce soit sur ses vêtements, sur son haut de forme ou dans ses cheveux? Non, il n'y a pas de jaune. Est-ce que ton... Merde. Attends, là, du coup, j'ai le choix entre deux. Je suis dégoûté. C'est Roger? Non. Bah, toi? C'est Victor. Oui, c'est Victor. Bah non, mais c'est pareil. On fait des boîtes. Borderline. Il faut jouer à Borderline. C'est un jeu qu'on a fait il y a quelques années, qui est sorti. Donc là, on essaye de peut-être reproduire des images. C'est ça. Et des textes. Imaginer aussi. Du coup, je vous récapitule les mots. Oui. Mer, balancée, animaux, plongée, jardin, mammifères, matière, poussée, nature, vie, posture, mousse. Bruno et Théophile se demandent si ce qui légitimise un tiers-lieu n'est pas son ouverture, son accessibilité. Exemple ici à l'Arrête à Besançon, café associatif, recyclerie, jardin collectif, atelier partagé, des espaces aux diverses pratiques, aux multiples publics. À l'Arrête, le café, c'est le lieu vraiment où tout le monde peut s'inscrire. Quelqu'un veut faire un projet au café, il fait un projet. Il y a des espaces, il y a des dispositifs, il y a des temps, il y a des salariés. À l'Arrête, c'est pas comme ça. Les projets, ils se tricotent vraiment. Comme je disais, il y a quelque chose c'est collectivement avec les gens qui sont au quotidien. C'est pas quelqu'un qui nous dit « Oh ben, moi j'ai envie de faire mon projet à l'Arrête ». Voilà, c'est une collaboration avec, c'est quelqu'un qui participe au lieu et tout d'un coup, ça se fait ensemble, mais on ne fait pas d'appel à projet. En tout cas, aujourd'hui, ça n'existe pas comme ça. C'est du commun, qui se tricote dans le temps. Non, je me demandais, tu préfères les aimants ou le sable coloré? Les aimants. Parce que quand même, il y a un truc. Enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai que c'est assez énorme. un pouvoir d'attraction et tu vois pas le truc. Tu vois. Je me demande comment c'est fait. Avec des aimants? Non, mais c'est quoi les aimants? Est-ce que les aimants, c'est fait avec des aimants? Non, mais c'est quoi les aimants? Les aimants, c'est du fer, il me semble. T'as vu ça dans ton ancien boulot? Non, parce que moi, j'étais plutôt supply chain manager. Donc, je m'occupais pas véritablement de la conception à proprement parler, juste de l'organisation des tâches. Okay. Quoi. Puis en plus, je travaillais chez Bledina. Donc, on faisait pas vraiment les aimants. Non, ok. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Et du coup, toi, tu préfères quoi? Les pistolets à colle ou la colle? Pistolet à colle. Bah après, la colle, c'est pas mal aussi. Mais les pistolets à colle. En même temps, si tu tapes un pistolet à colle et t'as pas de colle, oui, c'est vrai. T'as un peu l'air d'un con. Quoi. C'est vrai. Elisabeth Guerle, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du tiers-lieu L'Arrête. Comment on mesure l'ouverture du tiers-lieu? Parfois, on peut faire une semaine phare parce qu'on a en fait toujours dit à l'AFCAF que les gens qui venaient, ils venaient aussi parce qu'on leur demandait rien. En fait, nous, il est hors de question des gens qui veulent passer du temps et ne pas donner leur prénom. Ils viennent passer du temps. Enfin voilà, on est un lieu complètement anonyme. Donc parfois, on se dit, allez, on se prend une semaine type. Et là, on peut noter un peu le nombre de personnes qui viennent. Voilà. Et puis qu'on reproduit, ça nous donne un peu une échelle en fait, de fréquentation pour savoir combien de personnes par semaine, combien de groupes. Voilà. Après, on a le lieu du café qui est ouvert, qui est le lieu principal avec un espace jeu pour les familles, pour les enfants. On a un lieu d'accueil enfants-parents, donc c'est soutenu par la CAF, on est espace de vie sociale. Et puis, quand on a ouvert la base en 2016, c'était vraiment une boutique. Donc là, on a vraiment eu de nouvelles personnes qui venaient juste, qui s'autorisaient à venir parce que c'était une boutique. Aujourd'hui, on a aussi une boîte à dons. En fait, ça, on s'est surpris parce que comme on récupère des matériaux, il nous restait parfois des objets.
Et donc, on les a mis dans une boîte, et ça, c'est un truc qui marche, mais incroyable. Elle se vide et elle se remplit. Ça s'autogère complètement, et ça apporte encore des gens, je pense, qui passent dans la rue pour chercher des objets, vraiment. Et puis, il y a le jardin. Voilà, jardin, encore autre public. Et entre les lieux, il y a tous ces passages. Et en fait, il y a des gens, on est en relation, qui ne viennent jamais dans les lieux, et on est en relation dans l'entre les lieux. Ça, c'est extraordinaire. Que ça soit des familles, des gens isolés, qui ne rentreraient pas dans les lieux. Et il y a des choses qui se font, mais qui vont loin, de l'accompagnement qui peut aller jusqu'à de l'accompagnement vraiment individualisé. Et on fait énormément aussi de choses dans l'espace public, des balades, voilà, des grands jeux. Et donc là, il y a tout un quartier. Et c'est aussi des moments extraordinaires parce qu'on rassemble. Et puis on a une petite mobile, on a une matériothèque mobile, et ça, c'est une autre aventure. Mais ça nous fait rencontrer d'autres territoires. Et là, on va pouvoir agrandir l'atelier bois parce que là, il est tout petit. Ah, et puis derrière vous, la gravure. Voilà, gravure, linogravure, pointe sèche. Ok. Voilà. Ça marche comment? Je comprends pas en fait le principe de la ligne de gravure, je pense. On encre, et on encre le lino, et c'est la partie en creux va être blanche, et la partie qui n'est pas creusée ressort. On le passe à la presse. Et ça sert à quoi? Je comprends pas en fait. C'est pour créer des dessins, des illustrations, des images. Je croyais que tu allais encore demander ça sert à quoi. Mais pourquoi? J'ai un fils aussi qui demande et pourquoi? Et pourquoi? Et on peut aller très loin. Et pourquoi? J'ai quand même 43 ans, mais... Et pourquoi? Donc l'atelier bois. Alors est-ce que justement, l'ouverture, est-ce que c'est pas d'une certaine manière l'accessibilité? Est-ce qu'il faut rendre accessible pour s'ouvrir au plus grand nombre? C'est-à-dire rendre accessible par aussi la communication, par l'image, par les prix. En fait, nous, on attrape. On dit, tout le monde se moque de moi parce que j'attrape. Et puis, je dirais que les gens qui mènent ce lieu, c'est des gens qui habitent en fait ici. Donc, il y a des liens avec tous. Il y a les enfants qui grandissent, il y a les liens des activités. Voilà. Et je crois que c'est une posture en fait de rendre un lieu. C'est pas de la communication, c'est pas du prix. En fait, c'est au-delà de ça. C'est quelle posture j'ai pour aimanter, pour faire rayonner, pour faire se rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une posture humaine. C'est une attention en fait à l'autre. Et voilà, c'est une composition si on reparle d'esthétique. Alors là, c'est non pas que ce soit un affichage, mais c'est une volonté d'être ouvert à tous et à toutes. Mais dans la réalité, est-ce que vous observez qu'il y a des publics qui ne viennent jamais à l'Arête et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un lieu très hétérogène dans sa fréquentation. Vraiment, sincèrement. Après, est-ce qu'on veut toucher tout le monde? Je crois qu'on n'est pas dans cette idée-là. Mais le jour où on invite un philosophe, c'est un autre public. Mais si on invite un philosophe, c'est pas pour faire venir l'autre public. C'est parce que ce que va nous dire le philosophe à cet endroit-là, on veut travailler cette question. Voilà, donc je crois que c'est toujours la même chose. On va pas faire pour attirer les publics. Par contre, oui, parfois on se rend compte que le lieu, il y a trop de problèmes psychiques à l'intérieur du lieu, donc il faut parfois là, on va rééquilibrer. On dit mais là il faut remettre une restauration un peu chic, ou il faut remettre des ateliers d'éveil musical, où on va en fait rééquilibrer parce qu'on le sent. Voilà. Tu as vu sur l'ouverture, l'Arête, là, ce que dit Elisabeth, c'est finalement il y a une ouverture inconditionnelle, c'est ouvert, tout le monde peut venir, c'est exactement ce qu'on pensait des tiers-lieux. Ouais, mais attention, parce que elle a nuancé. Bruno, elle a dit, ouverture inconditionnelle, oui, mais vouloir rendre accessible tout à tout le monde, ça c'est complètement utopique, c'est impossible. Donc je pense qu'il faut vraiment nuancer aussi ce propos d'ouverture inconditionnelle. Je vous dérange 2 secondes. Je fais une enquête, un reportage sur les tiers-lieux et en particulier l'Arête, le Café des Pratiques, vous connaissez? Clairement, je passe juste devant, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils font des activités gratuites si on consomme quelque chose là-bas. Je crois que c'est à peu près ça. Et est-ce que vous pensez que c'est un lieu ouvert? Oui, tout à fait, je pense, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui y vont.
Donc je pense que c'est assez ouvert, oui. J'y suis jamais allée, j'ai pas d'enfant. Non, mais vous auriez pu y aller pour autre chose. Je Non. sais pas, est-ce que un jour vous y passerez? Non, je crois pas. Pour quelle raison? Ouais, parce que déjà j'ai pas trop de temps et puis c'est pas trop mon truc, ce genre de. Voilà. Ce genre qu'est-ce que ça veut dire, ce genre d'endroit? Non, mais voilà, c'est pas mon truc, quoi, voilà. Non, parce qu'on a en fait, on s'interroge sur l'ouverture. Est-ce que ce lieu qui cherche à être ouvert à tous l'est réellement? C'était ça notre question, voilà. Mais vous vous sentez pas exclu de cet endroit? Ah non, c'est moi qui veux pas y aller. Comme je sais pas, vous avez préféré un bar à un autre, quoi. Pareil, voilà. Et qu'est-ce qui vous ferait rentrer dans le lieu? Une connaissance. Je pense une connaissance qui y va et qui me ferait rentrer, voilà, ensemble, quoi. On irait ensemble. Du coup, vous passez devant, mais vous n'êtes jamais dit je vais pousser la porte? Non, jamais. Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est fini. Enfin, oui, si, je crois que c'est fini. Mais attends, on n'a pas une élue à interroger avant de prendre le train? Ah oui, c'est vrai, oui, il y a une élue. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait la feuille de route, là? Ah, c'est moi. Très bien. Merci de rappeler que tu fais toujours le boulot. Tu sais quoi, tu vas te débrouiller. Tu vas la faire, l'interview. 3, 4, 1, 1. Qu'est-ce que j'avais à dire en intro autre que ça? Je pense que c'est tout, cher ami. Tu l'as allumé, hein? Oui, c'est allumé, c'est bien. Ok. Est-ce que d'abord, je peux vous demander de vous présenter en disant « Je suis » et votre fonction? Je suis Laurine Gagliolo, vice-présidente en charge de l'environnement, l'énergie et le développement durable à Grand Besançon Métropole. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains citoyens ne passeront peut-être jamais la porte d'un tiers-lieu? Peut-être le côté un peu obscur et nébuleux du tiers-lieu, et donc je pense qu'un citoyen passe la porte d'un tiers-lieu soit parce qu'il y va avec une connaissance, ça lui a été recommandé, soit parce qu'il vient y vivre une expérience, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à mon avis la pluralité de la programmation aussi et de ce qui s'y passe qui fait que d'un maximum de gens iront ou sauront en parler à d'autres. Après effectivement, pousser la porte d'un tiers-lieu en tant que tel, à quoi bon? Enfin, je veux dire, un tiers-lieu n'a pas de sens sans ses usages, donc voilà, je pense que ce serait peut-être le côté anonyme et un petit peu incompréhensible quand on ne sait pas ce qu'on peut y vivre. Comment les pouvoirs publics, et le Grand Besançon Métropole en particulier, favorisent l'adhésion des citoyens au tiers-lieu de leur commune? Notre objectif, c'est bien plutôt de repositionner le rôle d'un élu dans l'émergence d'un tiers-lieu, à savoir peut-être mettre à disposition un lieu, mais avoir pleinement conscience aussi que derrière, on ne sera pas forcément aux manettes de la vie de ce lieu et qu'on va confier à un collectif quel qu'il soit le soin de faire vivre ce lieu, et que l'élu, s'il est investi dans son tiers-lieu, le sera en tant que citoyen, mais pas forcément en tant que propriétaire du lieu. Et donc ça me paraissait important de le faire. Après, comment l'adhésion citoyenne se fait autour de ça, pour moi, ça c'est vraiment le travail du collectif, et justement, je cherche plutôt à déposséder les élus de ce rôle-là, en considérant qu'il ne peut pas y avoir de tiers-lieu si et seulement s'il y a un élu et un lieu. Il faut bien un collectif pour le faire vivre, et c'est ce collectif qui va peut-être s'ouvrir aux habitants. Écoute, l'arrête en quelques mots. Je crois que ça conforte l'idée que le tiers-lieu, c'est justement l'hybridation des activités, des gens, des lieux, parce que c'est ça qu'on a vu. On a vu du mouvement, on a vu plein de choses qui se passaient. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas compris tout ce qui se passait, hein. Mais effectivement, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a du mouvement. Le seul truc, c'est que... Enfin, moi, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vu le café des pratiques ouvert du fait des travaux, là. Donc, on n'a pas pu voir vraiment ce que Elisabeth nous décrivait tout à l'heure en vrai, quoi. Et c'est le seul truc que je trouve un peu frustrant, et du coup, il faudra peut-être y revenir, Bruno. Tiers-lieu. Une quête de sens pour de vrai. Il a l'air très clair. C'est vrai qu'il est très clair. Il n'y a peut-être plus de café. C'est bizarre. Ah, si, non, en fait. c'est... Non. Ah non, je pense que c'est... Tu vois? Ouais. Tu vois la couleur? Je sais pas. Écoute, ça va aller, ça va bien. Mais peut-être Mais que du c'est coup, ici. peut-être que t'as... En plus, Mais non, madame mais- a dit de ne pas toucher ça. Ben Elle oui, te l'a mais dit, ça. Hier, il était au max. Oui, et là, il était plus au max. Et là, il était plus au max. Ah, Je me ouais. suis permis de l'en Par mettre au contre, max. moi, je vais prendre un serré, justement, comme ça, on va voir la différence. Ah, tu voulais... Non, mais j'attends. C'est pour tout le monde. Hop. Non, mais je veux une petite. On va voir si ça marche. Alors, du coup, ensuite, on met petit, ça Ouais, c'est mais ça là, c'est vraiment court. Hein. Bon, on va peut-être mettre un peu plus.
Encapacitation, intermédiation, idéation des codes, une langue tiers-lieu qui plaît à Théophile. Ça fait pro. Bruno se demande si tout ça n'est pas excluant. Pour en savoir plus, le duo s'arrête au Creusot, à Univerco, un espace de travail partagé. Alors sûrement inconsciemment, il y a des termes qu'on utilise. Coworking, les gens font souvent la réflexion, de toute façon. C'est pour ça que j'ai rajouté sur les vitrines coworking, bureau et espace de travail partagé. Donc voilà, là ça parle un peu mieux, mais même ça, c'est tellement décalant par rapport à ce qu'on connaît d'une entreprise ou d'un bureau que de toute façon, même cette idée-là de travailler et de partager des espaces, je suis obligée de l'expliquer. Donc voilà, rien que ça, c'est pas excluant, mais c'est pas encore dans la représentation. Bah écoute, moi j'ai pas de problème avec les codes, j'en utilise fréquemment d'ailleurs. Ça t'est jamais arrivé, toi, de te retrouver dans un GT Codev en mode dynamique apprenante sur les communs ? Ah oui, le genre de dispositif qui participe à la facilitation des synergies dans une dynamique d'intelligence collective. Oui, c'est ça, c'est quand la communauté rentre en résonance, c'est ça. Dans une démarche d'idéation, je te suis, mais moi je le perçois plus comme un process d'encapacitation qui garantit à l'écosystème un pouvoir d'agir. Mais oui, c'est ça, mon Bruno, là on parle la même langue, ça fait plaisir. Sylvie de Jésus, donc fondatrice d'Univerco, en quoi votre lieu est-il un lieu ouvert ? Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent passer la porte. Il me semble que la question, c'est est-ce qu'il est utile à tout le monde ? Et il n'est pas utile à tout le monde. Bonjour Sylvie, Bonjour. Toujours Théophile Darmon comme l'acteur. À Univerco, on est quand même un peu obligé d'être auto-entrepreneur pour venir chez vous. Et du coup, en quoi c'est un tiers-lieu si au final c'est limité aux gens qui ne sont là que pour travailler ? Alors peut-être dans les activités qui sont proposées à côté, sur les espaces de collaboration, là, qui est pour le coup très ouvert aux particuliers, et notamment aux particuliers qui ne viendraient jamais utiliser l'espace. Alors coworking, déjà, le mot, c'est déjà un anglicisme, et j'imagine qu'il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a pas un risque de tomber dans une sorte de novlangue un peu Startup Nation dans l'univers du coworking ? Oui, sûrement. Après, j'utilise sûrement plein de sigles ou plein de mots qui me parlent qu'à moi, mais je pense que c'est le propre de chaque univers. Voilà. Je pense que c'est aussi important de clarifier, de revenir des fois à des basiques. Enfin, moi, je n'utilise pas beaucoup de ce type de termes. Donc, Mais est-ce qu'on a besoin de créer des nouveaux concepts pour créer de nouvelles dynamiques, comme intermédiation, idéation, encapacitation, mais il y en a plein d'autres. Non, je crois qu'il n'y a rien il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a juste des choses qui évoluent et c'est normal parce que les choses qui évoluent pas, elles meurent en fait. Donc voilà, ces dynamiques-là, je pense qu'elles ont existé. Enfin, tout le courant de l'éducation populaire après-guerre, tous ces mouvements-là. D'ailleurs, pour moi, les tiers-lieux, ce qui se vit aujourd'hui, ça se vivait dans les MJC, les maisons de quartier. Enfin, ça se vit encore parce que les MJC sont encore là. Mais il se passe à peu près les mêmes choses, en fait. C'est les mêmes dynamiques et la même volonté aussi que de l'émancipation de l'individu, de ce genre de choses. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'inventer de nouveaux termes pour ça, parce que là, d'ailleurs, la moitié des termes, je les ai pas compris ou je les utilise pas, donc je serais en incapacité de dire ce qu'il y a derrière, en fait. Moi, avant, j'étais supply chain manager et mon rôle, c'était de trouver des synergies logistiques entre les divisions. Et dans les tiers-lieux, je me sens un peu comme un poisson dans l'eau. Est-ce que la stigmergie, ça te parle ? Pas du tout. Alors, le supply chain, oui, parce que c'est un peu mon boulot quand même de faire du recrutement. Donc, je suis Eliena, donc chargée de recrutement pour l'agence intérim Kelly Service. Mais après, non, il y a pas mal de termes que moi, en tout cas, ne font pas partie de mon vocabulaire courant et que je me sens pas d'utiliser. Je trouve pas ça très naturel. Idéation, ça te dit quelque chose ? Pas du tout. Encapacitation ? Bon, rapport avec la capacité. Intermédiation ? J'ai l'intermédiaire, mais pas l'intermédiation. Intermédialité ? Non plus.
Mince, mais alors qu'est-ce que je fais ici? Ça se trouve, c'est pas un tiers-lieu. Je me demande quand même comment on fait pour que les gens n'aient pas peur de venir. Bah, c'est quand même un enjeu qu'on a vu un peu partout, c'est que les gens n'aient pas peur, se disent je peux rentrer dans ce lieu-là. Alors à un moment, j'ouvrais la porte. Après, j'essaye aussi de trouver l'équilibre parce que comme l'espace est très ouvert, il faut aussi que les personnes puissent être bien. Donc c'est l'équilibre que je trouve aussi avec le fait qu'il soit ouvert et aussi que les personnes puissent travailler aussi dans de bonnes conditions. J'ai un monsieur qui régulièrement passe, ça fait 3 fois là qu'il passe, et il vient regarder mes canapés puis il me dit « Vous le vendez ?» Donc ça fait 12 fois que je lui dis non. Justement, c'est important pour essayer d'être ouvert à tous, d'être assez clair aussi dans ce qu'est le lieu, dans ce qu'il propose. Voilà, il y a toute une part un petit peu, j'allais dire, de clarification, de pédagogie aussi dans l'action que vous menez au quotidien. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je fais systématiquement quand quelqu'un me contacte. Je prends un temps assez conséquent, mais je prends toujours un temps pour le faire connaissance. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes, c'est venez, on va faire connaissance. Vous allez me raconter qui vous êtes et moi, je vais vous raconter ce qui se passe ici, en fait. Donc, je propose souvent aux gens aussi de venir faire une journée de test pour s'imprégner. Puis, au-delà de s'imprégner, c'est aussi parce que c'est important de se sentir bien dans l'espace. Donc, c'est pour voir si ça match, tout simplement. Ce qui pourrait déterminer aussi l'ouverture d'Univerco, c'est si justement les gens, par exemple du quartier, passent et savent ce qui s'y passe, ils poussent la porte pour savoir ce qui s'y passe. Alors, moins maintenant, mais la première année, beaucoup. Souvent, c'est des personnes, alors c'était souvent des personnes âgées, en se disant, mais tiens, c'est quoi le nouveau truc ? Et qui avaient connu le magasin, donc du coup, on faisait le tour pour leur montrer ce qui avait changé. Et c'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, c'est un monsieur qui est passé un jour et qui m'a expliqué qu'il y avait une activité de limonadier glacier il y a 50 ans, 70 ans. L'ancrage dans le quartier, il est minime malgré tout. Les habitants du quartier connaissent, pour certains, passent plus beaucoup la porte aujourd'hui, en fait. C'est pas un espace qui est approprié par le quartier, par contre. Bruno ? Pardon ? Ouais, c'est intéressant, hein. Faudrait que je te raconte tout à l'heure. Alors, on est dans la cuisine. Les gens travaillent, du coup, ils sont pas dans la cuisine. Mais quand même, ce qui est étonnant, c'est que personne ne connaît le mot intermédialité, ni intermédiation, ou encore moins en capacitation ou idéation. Donc peut-être qu'on n'est pas dans un tiers-lieu, du coup. Je comprends plus rien. Heureusement qu'il y a des produits bio, sinon... Voilà. Charlotte Lance, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante d'un cabinet de ressources humaines qui s'appelle Exprime ton potentiel et également résidente Univerco. C'est quoi votre lien avec Univerco ? Eh bien, donc, je loue un espace, plus particulièrement un bureau individuel à hauteur de 3 jours par semaine. Et je viens régulièrement, justement, dans le cadre de mon activité professionnelle pour recevoir particuliers et professionnels. Est-ce que vous avez justement le sentiment que ce lieu, cet espace de coworking Univerco est ouvert à tous ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans mon activité professionnelle, je peux recevoir à la fois des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, donc vraiment avec un volet insertion professionnelle, jusqu'au cadre dirigeant qui, lui, s'interroge sur le développement stratégique de son entreprise. Alors, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle aussi bien que vous, Charlotte, mais vous et moi, je pense qu'on est un peu pareil. Vous venez des Human Resources. Moi, j'étais avant Supply Chain Manager chez Bledina, donc je pense qu'on se comprend. Et d'ailleurs, mon rôle, c'était de trouver des synergies logistiques entre les divisions. Du coup, dans les espaces de coworking, je me sens un peu comme un poisson dans l'eau. Est-ce que ça vous parle, la stigmergie, par hasard ? La stigmergie, peut-être que vous allez pouvoir m'aiguiller avec une définition un peu plus précise de ce qu'est la stigmergie. Et l'idéation, ça vous dit quelque chose ? L'idéation Mince alors, et l'encapacitation ? Intermédiation ? Intermédiation. Non, parce qu'après, si on ne parle pas le même langage et que l'on n'a pas la même définition, je ne pourrais pas avoir la bonne réponse.
Justement, est-ce que vous pensez, Charlotte Nance, qu'il y a trop des codes dans ce monde du coworking, un peu trop des codes peut-être excluants? Pour avoir eu une expérience en région parisienne où en effet l'anglicisme était très utilisé, notamment dans certaines entreprises, aujourd'hui je me sens davantage à ma place, ou en tout cas le langage que l'on utilise, peut-être que c'est un langage qui est vraiment spécifique à cet espace de coworking, mais n'est pas limitant. En tout cas, mon public, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez diversifié, lui s'adapte et en tout cas n'est pas freiné dans l'utilisation de certains mots. Il faut créer des nouveaux concepts pour que de nouvelles dynamiques s'installent. Alors, il faut, je ne suis pas trop partisane de il faut, je pense par contre que sur cette thématique-là, c'est intéressant, notamment pour les chefs d'entreprise, mais pas que, notamment aussi pour les entreprises, de pouvoir réfléchir à des modes complémentaires dans leur approche des organisations du travail. Et ouais. Non mais du coup, donc toi, le cinéma que tu aimes, c'est pas dans la nouvelle vague Non, moi je suis plutôt vague Marvel, tu vois. Ah oui, ouais. Ouais, bah tu sais, alors moi c'est le cinéma que j'aime bien, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Les Chabrol, tu devrais regarder. C'est La Cérémonie, t'as jamais vu? Il est magnifique ce film. Écoute, je suis même pas sûr d'avoir vu un seul film de Chabrol. Et du coup, là, sur la violence de la bourgeoisie, vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment Qu'est-ce que t'as contre la bourgeoisie, Bruno? Bah, j'ai tout contre la bourgeoisie. T'es vraiment de gauche. Hein. Je sais pas. En tout cas, ah ouais, la violence de la bourgeoisie. Non, moi en plus, j'en ai pas après les bourgeois, j'en ai après la classe bourgeoise. Parce qu'après, il y a des bourgeois qui sont... Comme les chasseurs, quoi. Exactement. Le rôle d'être un citoyen dans la cité, c'est effectivement d'être ouvert, d'accueillir des discussions politiques, d'accueillir des débats, de ne pas résoudre tous les problèmes du monde, parce que ça c'est pas impossible, mais en tout cas d'en faire l'alerte. En tout cas d'être présent dans le territoire pour que les gens d'un quartier, les gens d'un endroit puissent se réunir et puis discuter ce qu'ils veulent et faire société finalement. Et c'est là où les tiers-lieux sont importants et c'est pour ça que je vous dis que ce terme-là est essentiel malgré le fait qu'il ait une trajectoire tout à fait particulière. C'est parce qu'en prenant ce terme-là, en le réfléchissant, on se rend compte que c'est le seul endroit encore existant où les gens peuvent se parler, où les gens peuvent s'engueuler, mais en tout cas faire société. Oui, les tiers-lieux sont ouverts à toutes et tous. C'est en tout cas l'intention. Mais sur le terrain, les pratiques divergent. Les tiers-lieux peuvent-ils vraiment être ouverts de façon inconditionnelle? Comment allier conviction et ouverture au plus grand nombre? Élément de réponse avec Antoine Buret. Donc moi je suis Théophile Darmon comme l'acteur, et vous êtes sociologue, spécialiste des tiers-lieux. Est-ce que ça existe vraiment, un tiers-lieu? Mais ça existe depuis que le monde est monde, en tout cas depuis que les humains ont commencé à peupler cette planète, puisque c'est simplement, bêtement, quelque chose de très basique. C'est le lieu où les gens peuvent se réunir quotidiennement, un lieu de sociabilité pour rencontrer, boire des coups, discuter, jouer, s'engueuler, mais en tout cas se rencontrer. On a le sentiment en ce moment qu'à trop vouloir expliquer, qu'à vouloir trop intellectualiser le concept, on est un peu dans l'abstraction et pas du tout dans le concret. Est-ce que, en faisant ça, on ne crée pas une distance avec ceux et celles qui ont juste envie justement de partager, de boire des coups, de participer, de débattre ou de s'engueuler? Oui, le fait qu'il y ait toute une construction autour de cela crée une forme de distance entre les personnes et ce sujet-là. Et je le regrette. Ce lieu où les personnes peuvent se rencontrer, discuter, débattre, penser la politique est un objet d'attention hyper important pour les hommes politiques. Et quand on regarde notamment en France, dans l'histoire française, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, à chaque fois que l'on veut essayer de contrecarrer une communauté, la première chose que l'on va faire, c'est contrecarrer son lieu de sociabilité. Contrôler un lieu de sociabilité, c'est une manière de contrecarrer et de contrôler une communauté. Donc, pour revenir à votre question, je pense au contraire qu'il est extrêmement important d'intellectualiser cela pour se rendre compte de ce que l'on fait et de se rendre compte de ce que l'on a. Et se rendre compte que les tiers-lieux sont une arme.
Je vais vous poser une question naïve, mais ça veut dire quoi un tiers-lieu ouvert? Euh, la définition que moi je retiens de ce terme-là, c'est un lieu de sociabilité informel. Chacun peut venir sans nécessairement être adhérent à ce lieu-là, en opposition à un lieu de sociabilité formel. Un lieu de sociabilité formel, c'est par exemple un club ou une association. C'est un lieu où il faut être encarté finalement pour pouvoir accéder. Même si l'on pense à des lieux de sociabilité, à des tiers-lieux traditionnels comme les cafés par exemple, il y a une forme de contrainte qui va être la contrainte du prix. C'est une chose compliquée. En tout cas, dans certains pays, on s'en rend bien compte que les cafés ne sont pas les tiers-lieux des populations. C'est parfois le trottoir, c'est parfois le banc, c'est parfois la file d'attente. Dans les pays qui ont une culture communiste, il y a une longue tradition de file d'attente pour obtenir des documents ou même simplement pour aller acheter une glace. Donc, ils ont quand même des lieux de sociabilité, ils ont quand même des tiers-lieux, mais c'est des lieux qui sont ouverts sur la ville, c'est des lieux qui sont dans l'espace public et gratuits. Alors Antoine Buron va vous faire écouter un court extrait tiré de notre interview d'Elisabeth Gerl. Donc c'était à l'Arête, à Besançon. Voilà, on vous fait écouter ça tout de suite. Vous pourrez réagir juste après. Aujourd'hui, on a un lieu très hétérogène dans sa fréquentation. Vraiment, sincèrement. Après, est-ce qu'on veut toucher tout le monde? Je crois qu'on n'est pas dans cette idée-là. Mais le jour où on invite un philosophe, c'est un autre public. Mais si on invite un philosophe, c'est pas pour faire venir l'autre public. C'est parce que ce que va nous dire le philosophe à cet endroit-là, c'est ça. On veut travailler cette question. Voilà, donc je crois que c'est toujours la même chose. On va pas faire pour attirer les publics. Par contre, oui, parfois on se rend compte que le lieu, il y a trop de problèmes psychiques à l'intérieur du lieu, donc il faut parfois là, on va rééquilibrer. On se dit, mais là, il faut remettre une restauration un peu chic, ou il faut remettre des ateliers d'éveil musical, où on va en fait rééquilibrer parce qu'on le sent. Est-ce que vous avez une réaction avant qu'on vous pose une question en rapport avec ce qu'on vient d'entendre? Dans certains lieux, il y a plusieurs sociabilités qui cohabitent. Et cette cohabitation des sociabilités, ce sont selon différents temps, est, me semble-t-il, intéressante et normale. Donc l'idée qu'il faut à tout prix ouvrir tout le temps, être accessible tout le temps à tout le monde, c'est, me semble-t-il, dans le cadre des tiers-lieux, une fausse bonne idée. Antoine Buret, est-ce que le fait que le tiers-lieu soit ouvert à tous, est-ce que le fait d'avoir un public hétérogène légitimise l'action, voire même l'existence d'un tiers-lieu? Mon avis sur la chose, oui, je pense que c'est une des conditions sine qua non de l'existence d'un tiers-lieu. Par contre, je ne suis pas sûr que cela soit foncièrement possible en soi et qu'il y aura toujours des restrictions, que ce soit des restrictions économiques, malheureusement, mais aussi un sentiment de gêne ou de mal-être dans certains lieux. Ça m'arrive également, je vais dans certains lieux qui sont des tiers-lieux de certaines communautés. Il est ouvert pour moi, mais en même temps, il m'est très éloigné, donc il m'est un peu fermé comme ça. Alors, qui détermine le degré d'ouverture et qui décide? Est-ce qu'il faut mettre un cadre pour que ça marche? J'aime à imaginer qu'un tiers-lieu devient tiers-lieu à partir du moment où une communauté d'individus détermine un lieu comme leur tiers-lieu. Ça peut être un hall d'immeuble, un bar à chicha, une boulangerie ou un coworking éventuellement. À partir de ce moment que des personnes considèrent que ce lieu est leur tiers-lieu, je ne vois pas qui est en capacité de dire que ça ne l'est pas. Et donc, ces personnes-là vont être en responsabilité de mettre des règles de leur tiers-lieu. Et c'est là où ça peut être intéressant de commencer à envisager justement, moi, ce que j'aime évoquer, un droit au tiers-lieu. Bien sûr que ce droit au tiers-lieu ou ces règles qu'on va mettre sur les tiers-lieux doivent respecter certaines libertés fondamentales. Par exemple, la liberté d'association pacifique. Le pacifisme, ça peut être peut-être la condition de reconnaissance d'un tiers-lieu. Il y en a d'autres, sans doute. On est d'accord que donc le tiers-lieu n'est pas neutre. Est-ce qu'il ne doit pas se revendiquer au contraire comme un espace de confrontation assumée où tout le monde n'est pas d'accord? Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux.
c'est surtout un lieu où on rigole, où là, il y a la joie de vivre, où il faut qu'il y ait de la joie de vivre, parce qu'on en a besoin. Il faut déjà l'envisager comme ça, un lieu de joie avant toute chose. Effectivement, puisque on vit ensemble, qu'on se voit régulièrement, il y a de la confrontation. Oui, de la confrontation, mais pas de la détestation forcément. On fabrique aussi la paix sociale dans le tiers-lieu, là ? La cohésion sociale ? Ben oui, on fabrique un processus démocratique, on fabrique la paix, oui. Oui, le tiers-lieu, c'est un lieu de paix. 3, 4. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Mais Bruno, on avait dit une tierce, pas une quinte. Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole. Une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.